Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Admirable. Madame, Messieurs, je suis très heureuse de vous annoncer que l'invitée de ce soir est une femme que vous avez réclamé tant dans nos messages inbox, mais nous l'avons reçue aujourd'hui et ça sera très chaud aujourd'hui. Je vous la présente plutôt. Elle est fille d'un couple de serviteurs de Dieu et née d'une famille de 4 filles. Elle est aussi femme d'un homme de Dieu qui nous bénit tant dans le chant que dans la prédication. Elle est motivatrice, conférencière, auteure, entrepreneur et architecte d'intérieur. C'est elle qui est à la tête de Dream Team Mon Idéal, We Are Mwinda et également Ara Design. Vous l'avez compris, il s'agit de Madame Eunice Dalolombo à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, madame? Ça va bien, merci. Vous. C'est difficile de vous présenter. Hein. Je me rends compte. Alors, vous avez été réclamée par des admirateurs. Ils vous admirent par ce que vous faites. Alors, ils veulent en savoir un peu plus de vous. On veut commencer déjà dès l'enfance. Qui était l'enfant Eunice? Je pense qu'il y a 2 phases de mon enfance. La toute première phase, c'est de 0 à 3 ans. Une fille née de famille très extravertie, très ouverte. Mais à l'âge de 3 ans, on a dû aller dans un pays anglophone, au Kenya. Et c'est là qu'il y a eu une petite cassure parce que le fait que je ne maîtrisais pas la langue et qu'on m'avait mis à l'école directement, ça m'avait un peu comme renfermé. Surtout parce que je me rappelle, bon, c'est une scène que mes parents racontent souvent. Je suis allée à l'école, je me suis présentée, mais on n'a pas bien enregistré mon nom. Donc on a déformé mon nom et toute l'école commençait à m'appeler comme ça. Pour moi, c'était comme une moquerie. Ça m'a vraiment renfermée. Ce qui a fait que j'ai quitté d'être une fille très extravertie, très ouverte, à une fille très timide. Et cette timidité m'a accompagnée peut-être jusqu'à mon adolescence. Hein. Donc j'étais très timide, je ne parlais pas beaucoup. C'est souvent ma sœur, celle qui vient juste après moi, qui était beaucoup plus fervente et qui était toujours en avant. Et moi, j'étais toujours en second plan. Mais une fille qui avait beaucoup de rêves, qui rêvait, en tout cas je rêvais beaucoup. Beaucoup de choses se passaient dans ma tête. Et cela n'a pas impacté votre manière de vous voir vous-même? La circonstance? Oui. Si, en quelque sorte, parce que je pense que j'ai toujours beaucoup lutté avec cette dualité, parce qu'on me disait souvent, mais Eunice, on disait même à mes parents, Eunice elle est timide, mais moi de mon cœur je dis, mais je ne suis pas timide, mais je parle. Mais c'est vrai que tout ce que je voulais exprimer se limitait dans ma tête. Donc ça veut dire que je ne parlais qu'avec vraiment ce qui était de mon cercle restreint. Et c'était ça, je disais, mais moi je parle. Mais c'est que je parlais que quand j'étais dans une zone de confort. Ma mère a dû beaucoup travailler pour que je regagne cette confiance en moi et que je redevienne cette fille fervente, mais aussi mes professeurs d'université que je remercierai toujours. En tout cas. Alors cela n'a pas impacté négativement votre façon d'étudier, votre façon de vivre avec les autres, et surtout du côté intellectuel. Ça n'a pas dérangé votre application à l'école? Non, ça n'a pas dérangé mon application du tout parce que j'étais toujours parmi les 2 premiers de la classe. Et même que, bon, je pense que ça a peut-être été une période pour moi aussi de me découvrir différemment. Ça m'a rendu plutôt très perfectionniste. Parce que comme je savais que je ne pouvais pas m'exprimer forcément, il fallait que je sois parfaite. Donc, c'est-à-dire il faut que je réussisse à l'école, il faut que je réussisse dans tout ce que je fais. Et j'étais toujours ça, que ce soit équipe de danse, j'étais toujours chef ten. En classe, j'étais toujours chef de classe. Donc, ça m'a poussée au fait à toujours vouloir être la meilleure pour me faire remarquer différemment, comme je savais que parler ou m'exprimer en public, c'est chose qui est très contradictoire avec ce que je fais maintenant, c'était pas mon fort. Donc, voilà, donc j'essayais de briller par mes capacités. Alors, comment vous avez pu vous rouvrir au monde extérieur? Comme j'ai dit, ma mère m'a beaucoup aidée parce qu'elle me poussait vraiment à l'extrême. Je me rappelle, elle m'enregistrait dans tout. À la chorale de l'église, tu vas aller chanter. À la jeunesse, tu vas aller. Groupe de danse, elle va te mettre dedans. Et moi, je me dis, mais pourquoi elle veut toujours qu'on soit là? Et même, comme on a grandi dans le système anglophone, elle faisait chaque Noël, elle allait nous inscrire
à l'Écodim pour que mes sœurs et moi, nous chantions un chant en anglais. Donc, en fait, là, on n'est plus seulement dans la chorale, mais on devrait chanter chaque Noël, interpréter un chant en anglais. Et vous imaginez, déjà, vous êtes dans un pays francophone et on vous met, toi et tes sœurs, vous devez chanter en anglais, toi qui es très timide. Donc, ça poussait souvent à sortir de ma coquille. Je ne me rendais pas compte, mais me mettre souvent devant les gens, devant une foule comme ça, chanter. Ça commençait à me déglacer un tout petit peu. Et ensuite, je pense que le grand déclic s'est vraiment passé à l'université. Je me rappelle, ma première année à l'université, mon prof m'a dit, mais quand on est ensemble, tu parles beaucoup, tu t'exprimes très bien, mais pourquoi tu ne le fais pas quand on est Avec des amis? Je lui ai dit, non, je le fais. Il m'a dit, non, toi, tu vas commencer à venir avec moi. En fait, c'était dans votre tête. Tout se passe dans ma tête. Alors, il m'a dit, toi, tu vas commencer à venir avec moi. Avant chaque cours, tu vas commencer à donner, en fait, d'expliquer la matière que je vais dispenser à tout l'auditoire. Et ensuite, moi, je prends la relève. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler en public dans l'auditoire. Et c'est comme ça que vous avez la facilité de parler, de prendre la parole en public. Oui, et je pense que même physiquement et même spirituellement, ça a créé un déclic en moi. Parce que je me vois aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas parler devant les gens. Je rends vraiment grâce à Dieu pour mes parents, pour ma mère particulièrement, mais aussi pour ce professeur-là, parce qu'ils m'ont permis de retrouver la vraie moi, quoi. Parce qu'il y a des choses que, quand je regarde en arrière, je n'aurais pas pu accomplir ça si je n'avais pas eu ce déclic-là. Peut-être que je serais restée la petite fille enfermée, qui vivait des choses dans sa tête, mais qui ne les manifestait jamais. Alors, fille de l'apôtre Roland Dallot, de maman Viviane, est-ce que l'enfance vous a été facile? Très facile. C'est bizarre qu'on me demande de parler de la vie pastorale, même de l'appel de mes parents et de mon enfance, parce que pour moi, en tout cas, j'ai eu une enfance comme toutes les autres personnes. Les gens me demandent souvent, est-ce que chez vous, quand vous étiez enfant du pasteur, vous interdisez ceci ou vous ne faisiez pas ceci? Est-ce que votre père mangeait avec vous? Est-ce que vous étiez libre d'agir d'une certaine manière? Il y a toutes ces questions, mais vraiment, je ne me rappelle pas de mon enfance d'avoir eu une enfance calquée ou conditionnée particulièrement. Non. Au contraire, et c'est quelque chose vraiment que je prie d'appliquer avec mes enfants, mes parents nous ont appris la voie du Seigneur et nous ont toujours dit, voici ce qui est bien, voici ce qui est mal, voici mon expérience à moi, parce que mon père il n'est pas né chrétien. Il dit, voici comment moi j'ai vécu, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De même, ma mère aussi, elle n'est pas née chrétienne. Elle dit, voici les choix que nous avons eu à faire avant. Voici le choix d'accepter Jésus-Christ et depuis lors, notre vie va comme ceci, comme cela. C'est à vous aussi maintenant de faire votre choix. On ne va pas vous obliger. Donc, il a fait en sorte que la chrétienté ne soit pas une contrainte. Voilà, exactement. Et je me rappelle, mon père allait me déposer dans les booms. Il vous dit, bon, si tu as envie d'aller à cette fête-là, vas-y. Après, toi-même, en allant là-bas, tu vas te décider si c'est la vie que tu veux mener ou pas. Je me rappelle même, on en parlait dernièrement avec ma soeur, des fois, il pouvait venir vous prendre à minuit, 1h du matin. Et là, tu as peur, tu te dis, mais il n'est pas fâché parce que tu vas voir des gens qui sortent de cette fête-là, alcoolisés et tout ça. Et après, il te demande comment ça s'est passé, tu as aimé l'atmosphère et tout. Et on trouvait ça toujours bizarre, mais je pense que même inconsciemment, dans notre esprit, ça commençait à nous mettre face à des responsabilités. À un moment donné, on s'est dit, je suis allée 2-3 fois, je ne me sens pas à l'aise d'aller. Je suis très sûre, oui, que lorsqu'il nous déposait comme ça, certainement il rentrait en prière, il chauffait la prière, mais en tout cas, ils ne nous ont jamais fait sentir que voilà, on était enfant de pasteur. Mon père ne m'a jamais dit, tu es enfant de pasteur, tu dois te comporter comme ça, non. Il dit, tu es enfant de Dieu. Non, on nous disait toujours, tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Jamais tu es enfant de pasteur ou un enfant de pasteur ne s'habille pas comme ça. Rationnel. Un enfant de pasteur ne porte pas ça, puisque on avait tout le temps ça plutôt à l'église. Quand vous allez à l'église, on vous disait... Le regard extérieur. Le regard extérieur. C'est le regard extérieur qui nous a fait comprendre qu'on était des enfants différents des autres. Mais nos parents, nous, ne nous ont jamais fait comprendre qu'on était des enfants différents. Est-ce que ça ne vous dérangeait pas de vous dire que bon, la façon dont on me voit, je ne dois pas agir de cette façon, je dois faire comme ceci, comme cela, pour ne pas aussi ternir l'image des parents? Si, un peu. Mais ce qui était bien, c'est que justement, comme on avait des parents avec qui on avait des conversations difficiles, ça faisait est-ce que chaque fois on rentrait à la maison, on dit, ah, mais papa, à l'église, on a dit que l'enfant de pasteur ne fait pas ça. Alors lui, il nous ramenait toujours, est-ce que l'enfant de pasteur ne fait pas ça ou bien c'est l'enfant de Dieu? Ok. Ils nous ont toujours mis face à notre responsabilité et notre intimité personnelle avec Dieu, que ça dépendait de nous. Et donc, c'est nous qui posions les questions maintenant. Mais à l'église, on a dit que non, comme je suis enfant de pasteur, je dois porter une longue robe ou un truc qui cache mes jambes et tout ça.
là c'est l'enfant de Dieu ou l'enfant de pasteur. Parce qu'à l'église même, mes parents, ils ont vraiment une manière vraiment exceptionnelle de nous élever. Nous, on n'avait pas des places spéciales en tant qu'enfant de pasteur. Donc, on se mettait dans la foule. Ok. On était obligé de faire comme tout le monde. Il n'y avait pas de favoritisme. Et donc, je pense que ça, déjà, ça nous a beaucoup aidé. Mais comme j'ai dit, le monde extérieur continue à te montrer que non, toi, tu es différente. Toi, tu es comme ceci, toi, tu es comme cela. Et les conversations difficiles qu'on avait avec nos parents à la maison et le fait qu'on a toujours mis en avant le fait d'être d'abord enfant de Dieu, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce que quand je regarde par exemple mes autres collègues enfants de pasteurs, il y a beaucoup d'erreurs et des dérapements qu'ils ont eu à avoir, des dérapages pardon qu'ils ont eu à avoir parce que il y avait trop de pression sur eux. Et moi je pense que cette pression-là, nous les parents nous ont enlevé ça et ça nous a permis d'avoir un endroit où on pouvait quand même... et avoir également une relation personnelle avec le Seigneur. Exactement. Alors, vous êtes aîné d'une famille de 4 filles. 4 filles. Est-ce que c'est facile? Je dirais oui. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'aîné, on nous a tous dit, hein, tu es l'aîné ne fait pas ça, l'aîné ne fait pas ça, l'aîné ne fait pas ça. Mais en regardant en arrière, en voyant qu'aujourd'hui on est 4 filles, on est toutes mariées, on est toutes stables chez nous, on a toutes fini nos études, on travaille toutes, on est toutes quand même assez stables. Et ma mère me dit toujours, ah merci Eunice parce que tu as été une bonne grande sœur. À ce moment je me dis, ce que j'ai fait de particulier, je ne sais pas vraiment, mais je pense que c'est parce que j'ai eu un bon guide, ma mère. C'est quelqu'un qui m'a permis de vivre mon enfance, mais aussi qui m'a mis face à mes responsabilités. Et c'était votre modèle de femme? Absolument. Absolument, sans question. Et je pense que ça m'a aidé avec mes sœurs justement parce que je faisais des choses pour la mimiquer elle, mais qu'inconsciemment j'ai transmis à mes sœurs. Donc mes sœurs me voyaient faire parce que j'étais l'aînée, mais moi je copiais tout simplement un modèle que j'avais au devant de moi. Ok. Alors quels sont ces rêves-là que vous chérissiez quand vous étiez encore enfant? Moi, j'ai toujours été une grande rêveuse, comme j'ai dit au départ. Tellement même que j'aime beaucoup l'art. En tout cas, je pense que si au début, vous avez dit c'est difficile de me présenter, mais je pense que s'il faudrait résumer la personne que je suis, je pense que je suis vraiment une artiste dans l'âme. Je pense que Dieu a vraiment m'a vraiment donné une âme d'artiste. Pourquoi? Parce que déjà, enfant, j'aimais bien, j'avais des cahiers où je dessinais. Je me rappelle, j'ai écrit mon tout premier livre, j'étais encore à l'école primaire, j'ai fait lire à tous mes amis un livre de 50 pages que j'avais écrit à la main, vraiment une histoire fondée. Et ma mère disait toujours, vraiment, tu as des histoires, moi toi, mais vraiment un enfant de primaire qui écrit un livre, et puis je partageais avec des amis, donc chacun avait son tour de rôle. Et ça parlait de quoi le livre? Bon, je ne me rappelle plus trop bien, mais c'est vraiment une histoire fondée d'une fille qui découvrait la vie et tout ça. Donc vraiment, j'aimais bien écrire des histoires. J'avais tout le temps, ma mère m'appelait même, des fois elle dit, on dirait, tu es comme une vieille petite dame là. J'avais tout le temps des petits carnets, des trucs, des papiers dans ma chambre. J'écrivais, je dessinais. Tellement même que quand il fallait choisir justement le métier que j'allais faire, pour moi, je voulais devenir peintre. Ok. Oui, c'était ça mon rêve, de devenir Picasso. C'est là que ma mère m'a fait assurer. Elle me dit, mais à l'époque, quand même, pour une femme, c'était pas fameux du tout. Non, pas fameux du tout. Et puis, ça donnait un peu une connotation d'une rêveuse négative. Parce qu'on se dit... Il y a tellement de métiers. Tu veux être peintre, tu veux être Picasso. Avec toute l'intelligence, on me dit toujours, avec toute l'intelligence que tu as, tu parles bien. Parce que moi, j'aimais beaucoup faire des débats avec les grandes personnes. Je restais jamais avec les enfants de mon âge. J'étais toujours avec les grandes personnes et j'aimais bien débattre sur la Bible, débattre sur les sujets d'actualité et tout ça parce que j'aimais bien avoir la connaissance et quoi. Après ça me poussait à faire quoi? À écrire des histoires. Ok. Alors, pour moi, je me disais, bon, peintre, c'est ça. Ma mère m'a dit, mais écoute, tu écris bien. Tu aimes écrire, tu aimes parler. Pourquoi tu ne deviens pas avocate, par exemple? Tu ne fais pas la psychologie parce que tu aimes bien tourner ta tête. Moi, je disais, non, moi, j'aime bien. Alors, elle dit, ok, dessiner, alors tu aimes bien. Mais essaye de réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu aimes bien dans le dessin? C'est là que je me suis rendu compte au fait que j'avais
une chose que j'aimais bien faire, c'est quand j'arrivais dans une pièce, par exemple, j'aime bien regarder les détails des choses et puis je les redessinais. Ok. J'ai dessiné, moi j'ai appris à dessiner, bon, pour ceux qui sont artistes, j'ai appris à dessiner en perspective moi-même. Ok. Donc, Et les vous en êtes angles- forte aussi? Oui, Ok. je suis vraiment très forte en dessin. C'est même ça qui m'a donné ma bourse pour aller étudier à l'étranger. Ok. C'est le dessin. Ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec justement les grandes personnes autour de moi. Ils m'ont dit, mais en fait, ça, on appelle ça en fait l'architecture et l'architecture intérieure parce que tu es vraiment incliné à regarder les angles, comment sont les finitions des choses. C'est comme ça que je me suis lancée en architecture intérieure. Et même en me lançant en architecture intérieure, à cette époque-là, pour les gens, c'était un... Vous allez aller envoyer votre fille étudier à l'étranger. Ah, ça, là-bas, dessin, car ça... Parce que pour les gens, c'était l'architecture, surtout l'architecture intérieure. Pour eux, ça se limitait à la déco. Donc, on a vraiment à l'étranger, ah, ben, nous, ponaka, bah, couleur, ah, mis aux à la vert. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas toujours réussi à casser ce non, mythe-là. Non, on a vraiment... C'est encore très difficile. Mais lorsqu'on se lance dans l'architecture intérieure, on se rend compte des détails qu'il faut avoir. Il faut être très forte en mathématiques, en géométrie. En fait, l'architecture intérieure, c'est l'architecture. Mais spécialisée maintenant en intérieur. C'est-à-dire que tous les cours de base qu'un architecte a, on les a aussi, sauf qu'à un moment donné, nos chemins se séparent parce que nous, on se focalise sur le bien-être intérieur et eux se focalisent sur la parure extérieure. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est comme ça qu'au moment de choisir la filière d'orientation universitaire, que j'ai eu à choisir l'architecture. Mais on se demande en ce moment-là, mais où vont les rêves de l'écriture, d'écrire des histoires, de parler devant les gens? Ce que je ne savais pas, c'est que ça va me rattraper plus tard. Ok. Alors, vous finissez les études, vous vous lancez directement dans le marché, vous créez Ara Design. Oui. Est-ce que ça a été facile le début? Pas du tout, déjà parce que ce n'était pas mon objectif. Je me suis toujours dit que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais peut-être 10 à 15 ans après avoir fini les études universitaires. Mais en fin d'année universitaire, ma dernière année, je me dis, j'étudiais à l'étranger aux États-Unis, je me suis dit, non, il faut que je rentre au pays parce que je voulais vraiment apporter une pierre dans mon propre pays, être utile dans mon pays. Ok, vous êtes rentrée de votre propre gré. Oui. Ok. Patriote congolaise. Oui, et même que mes parents, mais plutôt ma mère, n'était pas très d'accord avec cette décision-là. Plus tard, elle a accepté, mais vraiment au départ, c'était pour elle, j'allais vivre à l'étranger. Il y avait plusieurs opportunités. Parce qu'il faut dire que comme j'avais une bourse justement du dessin et une autre bourse, que j'avais aussi, j'avais 2 bourses qui m'ont permis de faire mes études à l'étranger, j'avais des opportunités de travail là-bas. Mais je les ai laissées parce que pour moi, dans mon cœur, c'était vraiment le Congo. Et en ce moment-là, ma mère ne comprenait pas trop ça. Mais bon, quand on regarde en arrière, on se dit que c'était la décision qu'il fallait prendre. Donc, je décide finalement de rentrer à Kinshasa. J'essaye de prendre contact avec certaines entreprises de la place. À l'époque, il n'y avait pas d'agence d'architecture d'entreprise dans le sens, mais il y avait des entreprises d'architecture, point. Okay. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais focalisée, bon, je peux les citer, à Pigma, Optimum, parce que je me disais que j'avais quand même fait aussi, à l'étranger, on a la capacité d'avoir un domaine premier, donc c'est-à-dire je fais une licence en architecture, mais je peux aussi ajouter une licence une sous-licence en X ou Y. Okay. Donc je faisais l'architecture, mais j'avais aussi fait le graphisme et la communication. Donc je me disais, je peux revenir et je travaille peut-être à Pigma ou Optimum, un endroit comme ça qui va me permettre d'exploiter toujours mon don artistique. Mais voilà, je suis dans mon pays. C'est comme ça que je suis allée dans certaines agences, dont là-bas aussi, pour faire des interviews. Mais bizarrement, en sortant de ces interviews-là, j'étais comme un peu insatisfaite. Il y avait un truc qui ne collait pas. C'est là que j'ai eu, m'a présenté à un monsieur qui est devenu mon mentor, Jean-Marie Mbouy, que je salue même. Il avait une agence d'architecture qui existe même jusqu'aujourd'hui et c'est lui qui m'a donné mon premier boulot. Là, c'est avant Ara Design. Avant Ara Design. J'ai commencé à travailler, j'étais la seule femme et il m'a engagée comme consultante en architecture intérieure. Et au bout de 3 mois, il m'a regardé et m'a dit « Je pense pas que ta place est ici. » Ok. Je dis, mais c'est papa, si tu as envie de me chasser, chasse-moi carrément. Au lieu de me dire que tu ne penses pas que ma place est ici, non, je pense que tu dois ouvrir ta propre entreprise. En ce moment-là, oui, il y a quand même des gens comme ça. Oui, il m'a dit, je pense qu'il n'y a pas ça
dans le milieu, ça serait bien que tu ouvres ton agence d'architecture intérieure et moi, je te donnerai tes premiers contacts, ton premier carnet d'adresses. Alors, il a commencé à aller avec moi, on allait visiter des architectes intérieurs pour savoir comment on fait pour commencer une entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai. Et justement, en faisant ça aussi, il me donnait ces contacts-là, donc eux aussi devenaient mes contacts. Et c'est comme ça que j'ai lutté avec ça, malgré que j'obéissais à mon chef. Bon, je ne comprenais pas trop la méthodologie. Mais j'ai lutté avec ça jusqu'à ce que je sois allée à une retraite de la jeunesse en 2014. Et le pasteur Trésor Famami, que je remercie d'ailleurs, a été celui qui a maintenant libéré une parole prophétique dans ce sens-là. Et pour moi, c'était une confirmation. Donc je me dis, mon chef, il n'était pas que... C'était pas que il a été touché par Dieu. Voilà. Dieu est passé par lui. C'est comme ça qu'en octobre 2014, je suis revenue à Kinshasa en mai 2014. Et en octobre 2014, j'ai commencé mon entreprise d'architecture et ce n'était pas facile du tout. J'avais à peine 21 ans, je venais de finir l'université. Donc, vous imaginez une fille de 21 ans qui lance son entreprise d'architecture intérieure. Un domaine un peu connu. Peu connu, souvent dominé par les hommes. Déjà, qu'on me voyait, bon là, on me voit un peu, j'ai pris un tout petit peu de poids, mais à l'époque, j'étais très fine. Déjà que j'avais 21 ans, j'étais encore plus fine. Donc, en fait, je faisais 16 ans, 15-16 ans. Et donc, chaque fois que je parlais avec quelqu'un au téléphone, c'était bien. Ton client, tu parles avec lui, au téléphone, ça va. Dès qu'il me voyait. Aïe, aïe, aïe. Moi, non, est-ce qu'elle saura vraiment faire ce qu'on lui demandait? Souvent, ça virait toujours. Donc, au lieu qu'on se concentre maintenant sur ce que je peux apporter, le travail, c'est devenu, mais tu es fiancée, tu as un copain, oh, tu sais que j'ai un fils. Hein. En fait, ça déviait toujours. Ça déviait toujours. Et j'ai dû m'imposer, montrant que ce n'est pas mon âge ou ma corpulence qui faisait celle que j'étais, mais le travail que je produisais. Et donc, j'ai dû m'imposer dans ça et ça n'a pas été facile. Mes 2 premières années. Alors, financièrement, par là, parce que c'est quelque chose qui est très difficile aujourd'hui. Les jeunes ont des idées, mais le côté financier pose problème. Et ça vous a été facile aussi? Non, au début, ça a été difficile. Il faut même dire que quand j'ai voulu me lancer en créant cette entreprise, bon, pour moi, la personne la plus difficile à convaincre, c'était mon père, hein, parce que bon, j'étais revenue pour travailler et pour travailler pour quelqu'un. Donc, venir lui dire que non, j'aimerais commencer mon entreprise, j'ai dû m'asseoir avec un ami, essayer de faire un business plan et tout ça, patati patata, et lui faire ma présentation. Pour moi, je m'étais dit, si j'arrive à présenter à papa ce business plan et cette idée de lancer cette entreprise, et que j'arrive à le convaincre que je peux le faire, c'est bon, je le fais. Mais si je n'arrive pas à le convaincre, j'abandonne cette idée. Alors, je me mets devant lui, je lui présente ce que je devais présenter, il me regarde, tout ça, un peu impressionné. Puis il me dit, je vais te poser juste une seule question. Tu as combien? C'était ça la question fatale, parce que en fait, j'ai tourné ma tête rapidement et je me suis souvenu que chaque fois quand j'étais à l'université, chaque fois qu'on m'envoyait de l'argent, j'avais une petite caisse épargne. Je n'avais pas épargné beaucoup, hein. C'était peut-être, je sais pas, un 300 ou un 400 dollars comme ça, peut-être max 500. Et je lui dis, j'ai 500. Là, alors que le projet demandait plus. Oui, parce que comme je vous ai dit, je rêvais beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Mais je dis, bon, j'ai 500. Après, il me regarde. Tu as 500. Pas fameux. Mais parce que tu as quelque chose, moi, je te donne 5 fois ce que tu as. Et tu vas commencer avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, avec ce capital-là. Donc, et ça, c'est un témoignage que je donne toujours aux entrepreneurs qui veulent commencer. Des fois, ce qui empêche aux gens d'investir en nous, c'est le fait que nous-mêmes, on n'a rien en fait à proposer. C'est ça. Mieux vaut dire à quelqu'un, j'ai ce projet, j'ai pu épargner quand même 20 dollars. Tu vois, ça montre la motivation de ton cœur. Ça veut dire que toi-même, tu te bats pour tes propres rêves. Mieux vaut dire à quelqu'un, je me suis battue avec le peu que j'ai, d'économiser 20 dollars, mais c'est tout ce que j'ai. Et quelqu'un peut se dire, parce qu'on voit un élément de batteur en toi, voilà, je peux contribuer, je peux aussi t'aider. Très bon conseil. Je me dis toujours, si j'avais dit à mon père, je n'ai rien. Parce que mon père n'a jamais voulu dans la vie nous faciliter les choses. Il a toujours voulu nous montrer que, d'abord, l'une des grandes choses, c'est le contentement. Et ensuite, que tu es capable de produire les choses toi-même. Alors, je me dis toujours que si je lui avais dit que je n'avais rien, qu'en serait-il aujourd'hui? Je n'aurais peut-être jamais eu ce capital-là pour commencer. Et j'ai commencé avec ce capital-là, ce n'était pas beaucoup.
Et je me rappelle mon premier bureau, qu'est-ce que j'avais? J'avais rien, c'était vide. J'ai pu quand même louer l'espace. J'avais quand même quelques matériaux que j'avais ramenés des États-Unis. Bon, pour moi, ça allait m'aider à travailler pour quelqu'un, mais j'ai pris ça, j'ai redirigé ça pour l'entreprise. Je n'avais une table avec une chaise. Je pense que ma première assistante va peut-être suivre cette émission. Euphrasie Bissabou, je te salue là où tu es. Elle aussi, elle a cru en moi quand j'avais rien du tout, parce que je me rappelle, elle m'a demandé, madame, tu vas me payer combien pour être ton assistante? J'ai dit, j'ai pas beaucoup, mais on peut commencer avec $100 par mois. Elle m'a dit, bon, commençons comme ça. Donc, je la remercie là où elle est maintenant en Roumanie. D'avoir cru en moi avec les $100 de salaire que je lui payais au début. Mais vraiment, on a commencé comme ça, une table, 2 chaises. Et vous avez eu 2 hommes sous votre commandement? Oui. Au début, comme je n'avais pas justement l'argent pour pouvoir payer à la fin du mois un grand personnel, je travaillais en consultance, un peu comme moi, on avait fait avec mon ancien chef. Donc, j'avais des architectes, des ingénieurs qui venaient de l'Académie de Beaux-Arts la plupart, et même des étudiants encore de l'Académie de Beaux-Arts, mais qui étaient en terminale, qui faisaient la consultance chez moi, et majoritairement c'était les hommes. Ce n'était pas facile, déjà que je n'avais pas le jargon. Moi je venais d'un pays anglophone, c'est vrai on a tous étudié l'architecture, mais il y a le jargon américain ou anglophone, et puis il y a le jargon français. Donc des fois, on n'arrivait pas vraiment des fois à se comprendre, parce que je sais ce que je vais expliquer, il faut que je dessine, alors que me dit non, ici à Kin, au Congo on appelle ça comme ça. Okay. J'ai envoyé l'ego masculin, et souvent, je me rappelle des fois, on pouvait avoir des réunions, des longues réunions comme ça, on a dessiné, on a travaillé sur des plans, sur SketchUp, sur Revit, et puis après, tout le monde te regarde et dit, oh, maintenant on ne va pas manger. Puis à un moment, tu te dis, c'est moi la chef ici, comment le monde ne va pas manger? On attend que tu leur serves à manger. Et quand la nourriture arrive, on attend que tu sers. Pour eux, en fait, c'est toi la femme ici. Donc, c'est le genre qui posait problème. Le genre posait problème, beaucoup. Et j'étais jeune, j'avais 21 ans. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, tu as la connaissance, oui, mais on a petite. On a manqué. Donc, à un moment donné, on te fait comprendre que... Et toi, j'ai vraiment... Mes 2 premières années m'imposer par ma connaissance, c'était ça mon objectif. Moi, je n'étais pas venue ici pour faire des échanges avec eux ou me battre avec eux. Ce qui va m'imposer avec eux, c'est la connaissance. Et quand ils ont vu que je maîtrisais mon domaine, à un moment donné, il n'y avait plus de contestation. J'ai dû me séparer de ceux que je pensais ne valorisaient pas les objectifs que je voulais atteindre, ou me séparer de ceux que je pensais commençaient à devenir un problème, dans le sens où on peut aller dans un marché comme ça, tu sais que c'est toi, mais après quand tu les laisses se présenter, ils prennent le devant, parce que c'est les hommes naturellement, ils sont des leaders. Ah oui. À un moment donné, tu dis ça, si je continue avec eux comme ça, on risque de me détrôner ici. Donc il y a des fois où j'ai dû me séparer avec certaines personnes, mais pour le bien-être de l'entreprise. Alors, on va parler de Wiyar Mwinda. Anglais, Lingala. Pourquoi cette combinaison? Au fait, le Wiyar Mwinda, particulièrement, c'est la page. Mais la structure en elle-même, c'est Mwinda tout court. Oui, Mwinda tout court. Et pourquoi Mwinda? Parce que nous sommes la lumière du monde. Généralement, lorsque ce texte de la Bible est utilisé, la femme ne s'identifie pas à ce texte-là. Alors que la Bible ne dit pas les hommes sont la lumière du monde. Quand je dis homme, je parle avec H minuscule. On ne dit pas les hommes, H minuscule, sont la lumière du monde. On dit vous êtes. Ça veut dire que dans le vous là, il y a les hommes et les femmes. Alors c'est juste l'objectif de Mwinda, c'est vraiment de rappeler à chaque femme qu'elle aussi porte la lumière en elle et qu'elle est appelée à briller. Si chacun de nous, hommes comme femmes, brillons comme le Seigneur veut que nous prions, nous allons atteindre beaucoup plus de gens et nous allons vraiment accomplir la mission pour laquelle ils nous ont envoyés sur terre. Donc l'objectif, c'est vraiment de redorer les pâturages de chaque femme, de redonner la lumière à celles qui ont perdu la lumière, de donner à celles qui n'ont jamais découvert leur lumière et de faire briller plus fort la lumière de celles qui brillent déjà. Alors, comment est venue l'inspiration? Une vision, une prophétie, un constat? Comment s'est passé le déclic, au fait? Une frustration.
Une frustration, puisqu'il y a une prédication de mon père que je chéris et je pense que c'est vraiment le moteur de beaucoup de choses que j'ai eu à faire. Et le titre de cette prédication, c'est Ma frustration, ma vocation. Ah, ok. Je pense l'avoir dit un peu plus tôt. Je me suis lancée en architecture parce que je me rendais compte que étant petite, chaque fois que j'entrais dans les endroits, je regardais les finitions, il y avait quelque chose qui n'allait pas, frustration. J'ai commencé les comédies musicales parce que je me suis rendu compte que dans le milieu chrétien, on n'avait pas des bons éléments de distraction où on pouvait aussi se détendre, mais tout en gardant l'aspect éducatif et instructif et même motivatrice. Frustration. Et donc, j'ai créé comme une solution. Mwinda encore, ça va de la même chose. Tu regardes les femmes, tu te dis, mais elles ont beaucoup de potentiel, mais pourquoi elles ne se développent pas? Tu parles avec elles, tu te rends compte que la plupart, c'est juste le milieu dans lequel on grandit, l'environnement dans lequel on grandit, te fait sentir que non, toi, tu peux briller, mais jusque-là, frustration, vocation. Alors, vous mettez en place, et ça fait combien d'années actuellement? Mwinda, nous avons lancé la première édition en 2018. 18. Donc, il y a 7 ans cette année. 8 Alors, ans. ces actions plus sur les terrains, ce sont juste de conférences ou vous faites de consultances également, consultations plutôt, ou je ne sais pas, vous organisez des séances thérapeutiques, ou c'est juste des conférences que nous voyons très souvent? Ok. C'est parti des moments, je dirais, thérapeutiques ou de counseling que je faisais en ligne sur Instagram à l'époque. J'aimais bien parler de certaines thématiques que les femmes, qu'on n'aborde pas chez les femmes, surtout les femmes chrétiennes, certaines thématiques taboues. Et quand j'ai commencé ça, j'ai vu que j'avais une petite audience qui me suivait. Et je me suis dit que je ne devais pas me limiter que dans les médias, qu'il fallait rendre ça physique. Parce que l'impact serait plus grand. C'est comme ça qu'on a commencé. Là, vous parlez de sessions. Oui, à l'époque, ça n'avait pas ce nom-là. Le nom officiel est venu en 2019, fin 2019, début 2020. Okay. Mais j'avais commencé les trucs en ligne, les vidéos en ligne en 2017. Et donc, c'est de ça qu'est née officiellement l'appellation session ch. Et donc, on commence avec ça, on se dit non, il faut qu'on commence à faire des activités en présentiel. Et au départ, c'était un festival. C'est vraiment, on appelait ça même Festival Mwinda. On commençait par les festivals, on avait des ateliers d'échange, un seul jour. Et puis ensuite, on a doublé à 2 jours, on avait les journées conférences et puis les journées festivals où on permettait aussi aux femmes de présenter un peu tout ce qu'elles font et tout ça, et de vendre ce qu'elles font. Et on s'est rendu compte que c'était bien, mais qu'il fallait ajouter à ça comme un suivi ou comme un mentorat. Et donc, on a commencé à faire les mentorats pendant le confinement, des sessions de mentorat. On a eu peut-être 4 ou 5 sessions comme ça de mentorat. C'est des sessions qui prenaient 3 mois chaque fois. Okay. Et des mentorats, on a maintenant un peu plus approfondi ce que nous présentons dans les conférences. Des conférences mentorat sont sorties les nuits de prière parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi l'aspect spirituel qu'il fallait traiter. Des fois, on s'est rendu compte que certaines personnes, il fallait prier avec eux, il fallait les motiver, il fallait même faire certaines délivrances. Mais comment vous faites ça à une conférence? C'est difficile. Et donc, on a commencé à avoir les nuits de prière. Et de ces nuits de prière-là, on a commencé à avoir depuis la fin de l'année passée des moments, des ateliers d'échange. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement des ateliers d'échange où on se pose des questions, on répond à certaines questions sans qu'il y ait trop de protocoles et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un big open space. Et vous venez juste avec vos questions. On a des oratrices ou des personnes qui sont spécialisées dans le domaine qui répondent juste à vos questions pendant 4 heures. Est-ce que c'est réservé seulement aux chrétiens? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que je suis chrétienne, c'est-à-dire que tout ce que je fais m'est inspiré de la parole de Dieu et je chuterai toujours en faisant comprendre aux gens que la totalité ou bien le 360 degrés se gagne avec Jésus-Christ, bien sûr, mais ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Et à quand le tour des hommes? On a déjà eu en 2020 un Mwinda duo, c'est-à-dire c'était et pour les femmes et pour les hommes, mais c'était difficile. C'était très difficile. On est en train de réfléchir. C'est vrai que depuis ces années, les hommes demandent, mais oui, les conférences, les hommes. Mais moi, j'ai une question. Les hommes, pourquoi quand on organise les conférences de femmes, ça vous intéresse? Vous voulez participer. Mais quand on dit conférence hommes, les gens décident.
Les hommes ont du mal, on voit quand même dans les églises, quand on organise des réunions spéciales pour parler aux hommes, les hommes ont du mal à ils se disent, on va venir se retrouver là, ça montre nous, qu'est-ce qu'on va m'apprendre? Je pense que les hommes ne sont pas encore très ouverts à avoir des conférences strictement hommes qui sont dirigées vers eux, mais c'est quelque chose qui doit être. Et vous y pensez également? Beaucoup. Ma mère a eu organisé une journée homme où voilà, c'était une conférence homme où voilà, elle partageait certaines vérités aux hommes, surtout certaines vérités qu'ils doivent savoir avant le mariage, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes sont très préparées pour le mariage, mais les hommes pas. Et c'est ce qui crée un grand déséquilibre dans les couples. Et c'est ce qui crée aussi une hausse un peu dans les taux de divorce aussi, ou les incompréhensions en début de mariage. Si on ne prépare que les femmes, c'est un peu compliqué. Maintenant, les femmes dans notre génération se révoltent aussi, on n'a même pas envie qu'on soit préparé. Donc, ça crée encore un plus grand fossé, un plus grand déséquilibre. Donc, elle a cette vision-là d'avoir conférence. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule édition jusque-là, mais l'idée, c'est vraiment de perpétuer ça. Alors, Mwinda, on quitte Mwinda pour parler de session Shh. Pourquoi Shh? Parce que c'est tabou, parce que il y a un silence, surtout dans le milieu ecclésiastique, sur certaines thématiques. Et donc, on crée un peu comme une safe zone où les femmes peuvent venir parler des choses qui sont considérées comme tabous, qui sont considérées comme peut-être impures, mais qui sont importants. Par exemple, on se rend compte que les femmes chrétiennes se marient, mais les questions sur la sexualité, les questions sur les choses basiques, même comme l'enfantement, l'accouchement, elles n'apprennent pas ça à l'église. C'est à l'extérieur qu'elles apprennent ça. C'est plus confortable d'avoir ces conversations-là à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur de l'église. Or, tout se trouve dans la Bible. Qu'est-ce qui fait mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus d'une manière erronée, vraiment. Exactement. Et donc, on crée une safe zone avec des éléments et des vérités vraies, si je peux dire ça comme ça, parce que les gens posent des questions, mais il faut bien les orienter. Comme vous avez dit, à l'extérieur, c'est des réponses, oui, mais des réponses erronées. Mais là, on les donne des réponses avec des sous-bassements bibliques aussi, mais des réponses qui vont leur permettre d'avoir comme un eureka, quoi, une ouverture d'esprit. C'est important d'avoir un lieu où on peut poser des questions et avoir des vraies réponses. Et vous avez aussi de bons témoignages par rapport à ces sessions-là? Oui, beaucoup. Je pense que même si il y a un domaine sur lequel je devrais me focaliser maintenant ou bien dans le futur, c'est vraiment ces sessions-là. Et je pense que ce sont ces sessions-là qui m'ont poussé aussi à vraiment élargir le champ d'action et de mission de Mwinda. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment du travail à faire. Beaucoup de travail à faire au niveau de la connaissance surtout de la gente féminine congolaise et chrétienne. Donc, les sessions nous ont permis de voir les choses différemment. Je peux vous ouvrir mon inbox Instagram, des fois ça me dépasse même. Mon mari et mes proches savent, des moments où je dois prendre une retraite pour ne pas être sur Instagram, parce que les histoires que je lis, les problèmes qu'on me confie, des fois ça me dépasse. Il faut vraiment que j'arrête, parce que des fois ça m'affecte même émotionnellement, parce que je lis tellement d'histoires atroces, tellement de problèmes que les gens ont. J'ai pas toujours des fois la solution à tout. On te dit, si peut-être moi je ne lis que le 1/3, même le 1/5 ou le 1/10 des problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment des problèmes dans ce monde. Donc je pense qu'avec les sessions, on essaye quand même si c'est un impact de 2 ou de 3%, mais je me dis même avec les 2 ou 3% que je peux impacter, il faut le faire. Alors, j'étais en train de surfer sur Facebook, je vois quelqu'un qui vous a publié, qui vous faisait des éloges. Et je vois dans les commentaires quelqu'un qui vous dit, mais mère, pour Anini Olobela ma balate. Est-ce que aux hommes on a été qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de dissolutions de mariages, surtout chrétiens. Pourquoi vous n'en parlez pas? Est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qui se passe au fait dans le milieu chrétien? En tout cas, si la personne participe à nos conférences Mwinda, on en parle. Je pense que cette année encore, on en a beaucoup parlé parce que le thème de cette année, c'était guerrière. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de divorces, beaucoup
d'instabilité émotionnelle, beaucoup de dépression. Et tout se ramène sur les réseaux sociaux, malheureusement. Exactement. Dans mes sessions, j'en parle. Je parle beaucoup de l'importance du choix à partir du départ. Je parle de l'importance de la confiance en soi. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et qui font qu'il y a un taux maintenant très élevé de dissolution de mariage, même dans le milieu chrétien, malheureusement. Mais le problème, c'est la pression qu'on nous met. Le problème, c'est qu'il y a certaines questions qu'on ne sait pas poser. On endure certaines choses seuls dans nos coins. Et puis après, paf, ça éclate. Alors que ce sont des questions, des problèmes qui auraient pu trouver des solutions si, justement, dans le milieu ecclésiastique, on avait la liberté de parler de certaines choses. Ah oui. Comme je vous dis, si j'ouvre mon inbox, il y a des gens qui vivent des choses atroces, mais tu regardes sa photo, une très belle femme, très beau couple, mais ils vivent des situations très compliquées. C'est comme ça qu'il faut éviter même prière. Quand vous voyez un couple, même prière, il faut vraiment éviter ça. Il faut éviter, il faut demander seulement à Dieu, dans mon histoire là, que tu sois dedans et que tu me fasses briller, triompher. Voilà. Mais même prière, tu connais pas les On ignore, batailles. En fait, c'est ça. Tu connais pas les batailles, tu connais pas les difficultés qu'ils vivent à l'intérieur. Et je pense vraiment que si on arrive à faire un meilleur travail dans le milieu ecclésiastique, dans la connaissance, dans les réponses à certaines questions, on peut réduire ce taux-là. Malheureusement, un gros problème qu'on a aussi, c'est les réseaux sociaux. Ah, c'est ça. Les gens, même les chrétiens, ne s'alignent plus au fait à un enseignement. C'est-à-dire, tu suis 10 000 enseignements. Celui-ci va te dire, quand tu as tel problème, fais ça. L'autre va te dire, quand tu as tel problème, fais ça. Quand tu as tel problème, fais ça. Donc finalement, ma mère aime bien le dire, c'est un terme que je vais utiliser, excusez-moi le terme, mais on devient des kisobazobes en fait. Trop de conseils qu'au moment maintenant d'application, tu es perdu. Même dans la sexualité, on voit les filles, chaque coach a une histoire différente. Finalement, ça crée vraiment le désordre dans l'esprit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec la vague de coach et de motivation, tout le monde pense que quand on a un problème ou qu'on a quelque chose, il faut aller dans les réseaux sociaux pour en parler. Erreur. Ah, c'est ça. Erreur. Comment nos parents faisaient? Comment nos grands-parents ont fait pour gérer leurs problèmes? Bon, bien après, on va nous dire, eux, ils ne sont pas les exemples, ils ne sont pas heureux et tout ça. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une force dans la discrétion. Gardez les choses hors des réseaux sociaux parce que le plus des gens vous invitent dans vos problèmes, le moins de solutions vous allez trouver. Parce qu'il y a trop de voix. Et moi, c'est vraiment une bataille que j'ai dans cette génération, pour moi-même vraiment, lutter à éteindre les voix qui sont inutiles. Et ne garder que les voix essentielles. Dont la voix du Saint-Esprit, la voix peut-être de mon leader spirituel, et c'est tout. Parce que quand on a trop de voix, ça nous disperse. Tu te rendras compte qu'au moment de prendre la décision, beaucoup de gens, même des chrétiens, ne consultent pas le Saint-Esprit. C'est les réseaux sociaux. Et les coachs sont devenus des modèles pour nous. Ils sont devenus des modèles, mais malheureusement, comme on dit, même avec eux, même prière, coach tel, elle vit une vie heureuse. Mais la majorité de ces coachs-là ne sont même pas ce qu'ils vous disent, en fait. Ils ne pratiquent même pas ce qu'ils eux-mêmes vous emmènent dans les réseaux sociaux. Donc, fin de compte, tout le monde vit une vie de façade. Alors, on va parler brièvement de blessé mais pas détruit. Frustration encore? Oui. Je pense que blessé mais pas détruite est venue d'une période assez difficile par laquelle je suis passée. Mais c'était aussi une manière, au fait, pour Dieu de me faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations, mais qui ne peuvent pas se laisser terrasser par ces situations-là. On a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures, mais qu'est-ce que nous faisons de ces blessures intérieures-là? Les blessures intérieures ne sont pas une fatalité pour nous détruire, non. Les blessures intérieures peuvent être utilisées aussi pour nous reconstruire. Et c'est comme ça que je dis blessé, mais pas détruit. Parce qu'on peut être blessé, mais ne pas se détruire à cause des blessures que l'on a. Et c'est un podcast que j'ai à faire. Je pense qu'il y a 4 sessions de ces podcasts-là qui sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver ça sur Apple, bien. Bon, dès que vous tapez sur Google, ça va vous donner les podcasts. Mais vraiment, c'est un podcast qui m'a béni moi-même, mais qui bénit aussi beaucoup de gens. Et tout est basé sur la vie
de Ruth. C'est vraiment biblique. oui, c'est vraiment très biblique. Il y a un soubassement très biblique parce que justement j'ai trouvé les réponses à certaines blessures que j'avais eu à vivre, mais dans la parole de Dieu. Alors, on va prendre quelques questions des internautes. La première question, la personne dit: bonjour admirable, bonjour maman Eunice. Maman, j'ai besoin d'un conseil. Je déprime déjà. Toute ma vie, j'ai rêvé me marier à un pasteur pour ma stabilité dans la chrétienté, parce qu'il m'arrivait de vaciller de temps à autre. Mais je me rends compte que c'est la pire erreur de ma vie. Nous avons 2 ans maman, moi et mon mari n'est presque pas là, mais pour les autres seulement. Alors elle dit, sa phrase préférée plutôt, c'est: tu dois comprendre que tu es marié à un esprit envoyé en mission. Donc, les brebis d'abord. Tout le monde me voit comme une sorcière simplement parce que j'ai revendiqué sa présence. J'en suis venue à bout. Je veux divorcer pour préserver ma santé mentale. À signaler que nous avons 2 ans et on n'arrive pas à faire d'enfant parce qu'il est presque jamais là. Maman, je déprime vraiment. Je me surprends en train de parler à de choses, à des arbres, etc. Que dois-je faire? Bon, en tout cas, donner un conseil comme ça sur ce plateau, ça sera très difficile parce que son problème se trouve à beaucoup de niveaux. Déjà, j'aimerais bien, si possible, peut-être entrer en contact avec elle pour pouvoir lui donner une réponse un peu plus approfondie en aparté. Mais j'aimerais dire, déjà en lisant la problématique de la dame, on se rend compte que tout part au fait de la racine. Elle a toujours rêvé d'épouser un serviteur de Dieu. Pour avoir été, bon, je suis toujours enfant de serviteur de Dieu, je suis mariée aussi à un serviteur de Dieu, je peux vous dire avec assurance que épouser un serviteur de Dieu, c'est pas une chose, c'est pas une question d'envie, c'est une question d'appel. C'est-à-dire que il faut être appelé à épouser un serviteur de Dieu pour le faire. Ça paraît beau, très glamour, des de photos, l'extérieur et tout ça, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Moi, en grandissant, moi je disais toujours, moi je ne vais pas épouser un pasteur. J'ai pas la carrure, pour moi, j'avais pas la carrure ni la force que ma mère avait, qu'elle incarnait du moins. Bon, je suis dedans, donc ça veut dire que le Seigneur m'a choisi. Mais tout part de la base, au fait. Il y a des choses qu'on idéalise de loin, mais qui ne sont pas faites pour nous. Parce que lorsque Dieu nous donne, ou il nous confie cet appel-là, il nous appelle pour être serviteur, femme de serviteur de Dieu, il nous révèle aussi d'une onction particulière. Là, je ne peux pas lui demander de divorcer parce que elle est déjà dedans, mais Dieu peut la capacité pour changer la situation dans laquelle elle est, parce qu'elle a déjà pris la décision, elle est déjà dedans, elle a déjà épousé un serviteur de Dieu. Mais voilà, il y a les conséquences, elle est en train de déprimer, elle est en train de passer par ceci, par cela. Mais je voulais vraiment insister sur le début, le choix et notre vision des choses. Ça impacte beaucoup la suite. Ça impacte beaucoup le futur. La manière dont on voit une situation impacte beaucoup comment on la vit aussi. Quelle était son idée du mariage? Quelle était son idée de la vie pastorale? Parce que la vie pastorale, c'est une vie de sacrifice. Peut-être pas à l'extrême comme le mari est en train de dire que c'est un esprit et tout ce qui va avec. Parce qu'il faut être équilibré. Et c'est là où j'insiste aussi sur apprendre ou aussi investir dans les hommes, dans la préparation du mariage. Parce que même quelqu'un qui est préparé pour le mariage, qu'il soit pasteur ou pas pasteur, homme public, politique, ou peu importe, lorsqu'on est préparé pour le mariage, il y a certaines choses, il y a certaines erreurs que l'on ne fait pas. On comprend qu'il y a un équilibre à avoir, tant dans le service que dans la maison. Parce que même pour un serviteur de Dieu, un foyer déséquilibré, c'est pas ce que la Bible dit. J'oublie le passage exact, mais il y a un passage où Paul est en train de dire que
un serviteur de Dieu doit être exemplaire en tout. Exemplaire dans sa maison, exemplaire dans le service, exemplaire dans son intimité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à avoir dans tout. Quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est acclamé pour son service à l'église, mais qui détruit son foyer, qui détruit son intimité avec Dieu, qui détruit son entourage, c'est pas plausible. Même Dieu ne va pas l'accueillir au ciel avec une couronne. Donc la question, elle est vaste. Il y a beaucoup de domaines de réponse, mais je préfère vraiment avoir une conversation en aparté avec lui. Alors, on le fera. La deuxième et dernière question, la personne a parlé en français, mais elle veut à ce qu'on le dise en lingala et que vous puissiez parler aussi en lingala. Alobi, la session Mwinda, disons conférence Mwinda. Alobi a participé 2 fois et impacta façon na ya komona vie. Mais c'est que Azumi lobela que pour nani nité au kanisa rapé ba fille mère au bazan na ba quartier périphérique. Au saleli bango peut-être mususu mukolo moko to 2 session na bango solo na bango parce que alobi makambo e loba makana kati kuna eza loko la solution ya ba problème na bango pe. Est-ce que et arrivera pe que au kanisa pe bango alobi ayebi que ozana ba capacité ya ko persuader aux ba sponsor. Abi ko lobela ko to ba sponsor te parce que ozana capacité ya ko persuader ba sponsor justement pendant ça la session wana. Est-ce que c'est possible? OK. Bon, déjà, il faut répondre en lingala. Pas aller se moquer de moi là-bas. Mais je vais essayer même avec mon lingala où était maman. Donc, kolobela ba fille mère, tout ça là quand je pense même que ba édition au Aliboso, toute première édition, tout ça qui ba fille mère, tout ça qui peut ba orpheline. Le foot là qui au moins une vingtaine ou une trentaine de filles pour participer. Et chaque édition, le foot là paix, ba fille au bazan na ba coin reculé pour participer parce que c'est important pour na bango parce que bazan tapé na ba opportunité pour participer dans ba événement boy pour participer parce que moi ils été pour na ba fille mon catégorie mon boy non, ils pour toutes les femmes. C'est pourquoi tout ça là équilibre. Au barocchio foot à babier na bango te biso tout foot là au moins 20 à 30 personnes babier pour participer. Mais maintenant particulièrement pour na ba fille mère, je pense que il faut que ça la peine appel pour na ba fille mère. Il y a beaucoup de structures, ba structure les a belé, ba topé ba za belé ou ba se focaliser sur ba fille mère. Donc pour nanga ça peut être hello comment boy que je peux les avoir des sessions avec eux ponctuelles, mais ce n'est pas ça ma vision, que se focaliser seulement sur les filles mères. Mais je prends le conseil, dans un conseil de travailler pour la édition ou Rolanda, to incorporer Bango un peu plus, mais me focaliser sur ça. Voilà, c'est pas ma mission. Sinon, je risque de s'écarter dans la vision d'Angaïsa. Alors, 3 mots qui vous définissent le mieux. Résiliente, passionnée, aimante. Aimante, résiliente, passionnée, aimante. On prend les 2 premiers mots, mais on garde encore le 3e. Parce qu'il y a quand même des gens qui disent des choses, hein? Des gens qui vous ont côtoyé, des gens qui ont travaillé avec vous. Et ça risque de remettre en cause aimante. Est-ce que vous êtes prête à les entendre? D'accord. Yadjo, c'est parti. Pour parler brièvement de Madame Eunice Dalo Lombo, je dirais que c'est une très bonne sœur, une très bonne amie, une très belle rencontre. Quand on est ami à Eunice Dalo, on sait se sentir aimé, frère appartenant à une famille. Donc, il n'y a pas de discrimination malgré le niveau social et tout et tout. Quand moi je l'ai rencontrée, c'était difficile dans ma vie. C'était un moment où j'avais un cœur brisé avec tout ce que je vivais. Mais c'est avec elle que j'ai appris à refaire confiance à moi-même et à mon talent de chantre. J'ai appris à être un bon acteur. J'ai appris beaucoup de choses, hein. J'ai aussi appris quelques bonnes manières. Il y a des choses qui manquaient dans l'éducation. Oui, c'est fou, mais c'est vrai.
Madame Eunice Dallo, c'est quelqu'un... Écoutez, pour une petite histoire, je lui ai posé la question, comment tu fais pour relier personnalité et rôle, pour que ce soit vraiment le bon acteur? Parce que, comment tu fais tes choix? Elle m'a fait comprendre que c'est Jésus. J'ai appris à écouter Dieu au milieu du travail, au travers de Eunice Dallo. Elle m'a dit une phrase, une fois elle m'a dit, écoute Gary, j'ai une imagination fertile. Et je le confirme par la qualité de ses textes, la qualité de ses écrits. Donc on sait voir que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui va trop loin avec son imagination. C'est une personne qui cherche le Seigneur. C'est une personne en même temps qui est bosseuse. C'est une influenceuse au vrai sens du mot, quoi. Quand Eunice Dallo publie quelque chose, c'est tout le monde qui est influencé. Quand Eunice Dallo écrit quelque chose sur son statut, genre il renouvelle ses bontés chaque matin, c'est toutes les femmes qui ont pris la même phrase, qui l'écrivent partout, même celles qui ne la connaissent pas. Mais c'est un verset biblique, oui, mais plusieurs femmes l'ont prise sur son statut WhatsApp, ça on sait. Donc Eunice Dallo, c'est une personne qui nous a ouvert à nous autres les cœurs, les portes qui étaient fermées. Donc ton frère Cool Gary, je t'aime beaucoup, faut jamais oublier ça. I love you so much, sis. Sois fier en tout cas. Bonjour Eunice, j'espère que tu vas bien, c'est Priska. Alors je tenais juste à te dire quelques mots. Tu es pour nous, pour moi particulièrement, une grande sœur, une maman, un leader. Tu m'as beaucoup aidé dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de travailler. Je me suis beaucoup améliorée, je pense que tu l'as aussi remarqué. Je me suis beaucoup améliorée, j'ai une petite histoire. Quand j'ai commencé à la Dream Team, sans le savoir, je me demandais dans quelle équipe je devrais travailler. Et moi qui suis ingénieure de formation, je ne m'y connaissais pas du tout en administration. Et le premier département dans lequel j'ai travaillé, c'est le département de l'administration. Alors, en travaillant là-bas, ça m'a permis d'apprendre des choses qui me servent aujourd'hui au travail. C'est grâce à ce que j'ai appris, le peu que j'ai appris à l'administration, qu'aujourd'hui je suis HR Supervisor, parce que j'ai appris dans ton équipe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je bénis l'Éternel, je bénis Dieu pour toi dans ma vie. Tu es notre grande sœur, tu nous aimes à ta manière, avec tes engueulements, tes cris, ton amour, la façon dont tu nous pousses à travailler, comment tu t'énerves, tout ça, ça nous permet de beaucoup grandir et de beaucoup nous améliorer, pas seulement sur tous les points, sur tous les points de notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle, émotionnelle, tout ça, ça nous a beaucoup aidé. Ça m'a, surtout moi, je vais parler de moi bien sûr, ça m'a beaucoup aidé et je bénis Dieu pour toi. Je t'aime beaucoup, je t'aime énormément, que Dieu continue de te garder pour nous. Bisous. Alors je suis Dan Azadessou, un des membres de la Dream Team, la structure de Madame Eunice Dallo Lombo. C'est en 2021 que j'adhère à la Dream Team et c'est là que je commence à travailler personnellement avec Madame Eunice dans son équipe jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose de particulier à dire sur elle, c'est que depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, j'ai découvert que c'est une personne qui n'est pas seulement remplie de talents et qui n'est pas simplement excellente, mais c'est une personne également avec beaucoup de valeurs et avec un cœur prêt à faire des autres ce qu'elle est. Et je ne vais jamais l'oublier que mon tout premier travail, je l'ai eu par quelqu'un que j'ai rencontré au travers d'elle parce que je travaillais dans son équipe et toujours après lui, j'ai été béni par elle en termes relationnels, sur le plan spirituel, par des conseils et la relation qui était une relation qui était simplement professionnelle pour une relation qui est devenue pratiquement comme une forme de fraternité où ce n'est pas qu'une grande sœur, c'est pratiquement comme une mère. Et je crois avoir déjà dit en privé et la prière de tous les jours, c'est que Dieu étende la sphère de son influence pour qu'un plus grand nombre de personnes bénéficient de cette merveilleuse personne qu'elle est et de ce grand canal de bénédiction que je crois que le Seigneur a fait d'elle.
a beaucoup utilisé cette femme pour que je le devienne. Et je ne remercierai jamais assez Dieu pour ça. Beaucoup de gens parlent de Nice, c'est vrai que c'est une femme spirituelle, elle est très intelligente, elle a 6 cerveaux et tout. Mais moi, j'aurais plus parler de son côté, du cœur qu'elle a en fait, du cœur de l'enfant de Dieu qu'elle a. Eunice, c'était notre maman, même avant qu'elle ne devienne maman de ses enfants. C'était vraiment une mère pour nous. Je me rappelle qu'elle passait des heures à nous écouter. Moi, personnellement, je suis passée par des moments très compliqués. Elle passait des heures à m'écouter et sans jugement, à m'écouter et à me conseiller, comme si vraiment j'étais ta sœur d'une même mère. Et ça, je ne peux pas oublier. Ce message, je vais vraiment l'adresser à toi directement. Tu sais combien je t'aime, Eunice. Et je pense que tu sais aussi, dans nos discussions, je le dis toujours, que tu es vraiment un modèle pour moi. Tu es pour moi un modèle de détermination, un modèle de constance et un modèle de courage. Je prie que Dieu te fasse grâce, que tu restes tel que tu es, que aucun vent, aucune tempête ne te fasse tomber. Si un jour, tu penses que tu as envie d'abandonner, pense justement à nous. Parce que nous sommes derrière toi, nous te regardons. Nous voulons faire comme toi. Alors, tu n'es pas seul. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Tu es aimé. Salut, je suis Simeon Kilima, ami à Eunice depuis aujourd'hui 30 ans. Et parler d'elle en quelques minutes, ce sera très compliqué. Mais je vais quand même essayer. Je vais le dire qu'aujourd'hui, Eunice se définit au pluriel. Pourquoi je dis qu'Eunice se définit au pluriel aujourd'hui? Parce qu'elle a beaucoup de qualités qu'elle manifeste, qu'elle dégage. Elle a beaucoup de potentiel qu'elle manifeste aussi. Et en même temps, elle sait mettre les gens à l'aise, tant par ses conversations, tant par ses conseils, tant par sa façon d'être, en fait. Elle a ôté un paradigme que moi j'avais des enfants, des serviteurs de Dieu, lorsque elle a témoigné après son retour des études de comment est-ce qu'elle avait vécu ce choc culturel et de comment est-ce qu'elle était exposée à la tentation et tout, et comment est-ce qu'elle a réussi à surmonter toute cette épreuve. Pour moi, Eunice, c'est pas une amie seulement. Aujourd'hui, c'est une sœur. Je ne la présente plus. On ne se présente plus comme amis, on se présente comme frères et sœurs. Et je bénis Dieu de l'avoir à côté de moi, autour de moi et pour ma famille. Si je peux aller dire rapidement ce qu'elle est pour les autres, elle est une vraie rassembleuse, une grande sœur pour beaucoup. Et je crois aussi que ce qu'elle vit aujourd'hui, les choses qu'elle vit dans tout ce qu'elle fait avec Mwinda, avec la Dream Team et avec tout ce qu'elle fait comme programme et organisation, si ça réussit, c'est justement parce qu'elle s'est investie aussi dans la vie des autres. Et je crois que c'est pas seulement, aujourd'hui, c'est plus seulement les prières de papa et de maman, mais c'est aussi les prières des autres, c'est aussi les efforts qu'elle a eu à fournir et Dieu est en train de la rétribuer pour ça. Eunice, ma prière pour toi en cette année, c'est que tu ailles encore plus de l'avant, que le Seigneur manifeste encore beaucoup plus sa gloire sur toi, en toi et pour toi, et que tu réussisses tant dans ton travail, tant dans ton ministère, tant dans ton couple, tant dans ta famille. Simeon Kilima, ton ami, très fier de toi, et la famille Kilima t'aime et te portera toujours à cœur. De retour sur ce plateau, finalement, on accepte aimante. Qu'est-ce que vous dites de tous ces témoignages? J'ai beaucoup d'émotions qui me laissent un peu bouche bée. Je sais pas comment vous avez fait pour avoir ces gens, mais je suis vraiment touchée. Je vais éviter de pleurer. J'ai les larmes faciles. Ok. Alors finalement, quand vous entendez toutes ces personnes dire ce qu'ils ont dit là, qu'est-ce que ça vous fait au fait? Vous vous dites que vous avez quand même accompli ou vous êtes encore sur le point d'accomplir? Je pense que je suis encore sur le chemin. Pour moi, entendre ça, c'est me motiver au fait à continuer. Comme je disais tout à l'heure, si j'ai pu impacter 1 ou 2% et qu'eux font partie de ces 1 ou 2%, pourquoi ne pas ajouter 1% de plus pour que ça fasse 3 ou 4? Mais vraiment, ça me motive avec le peu que je fais, de continuer à le faire. En fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, la toute dernière rubrique qui s'intitule En vérité. En vérité, c'est parce que pour des personnes
connues ou publiques, il y a quand même des choses qui se disent sur ces personnes-là, sûrement des choses sur lesquelles ils ne se sont jamais prononcés. Alors ici, nous donnons l'occasion et aux personnes, ces invités-là, et à toutes ces personnes qui aimeraient savoir un peu plus sur ce qui se dit. Alors, on va poser 2 questions pour vous. Vous allez nous répondre avec votre main sur le cœur. Alors, on y va. En vérité, maman Eunice Dallo n'aime pas parrainer les couples. Je vais dire oui ou non. Vrai ou faux? Faux. Je peux répondre pourquoi je dis faux. Parce que c'est pas qu'on n'aime pas parrainer les couples, mais on n'est pas encore prêt à parrainer les couples. En fait, c'est pas... On marie, on n'est pas encore prêt. On est plus dans l'accompagnement. Jusque-là, on a accompagné déjà 2 couples. Donc, on fait des sessions avec eux, vraiment un peu comme les parents auraient pu faire, mais c'est juste qu'on ne se tient pas derrière le jour du mariage et que voilà quoi, cet engagement-là, non. Mais voilà, on reste ouvert jusqu'aujourd'hui, ils viennent quand ils ont besoin de conseils et tout ça, mais parrainer au sens littéral du mot, non. Alors, en 2 dernières questions, en vérité, Eunice Dallo, qui est toujours là pour les autres, aime se renfermer à elle-même lorsqu'elle a des problèmes. Elle aime porter ses fardeaux elle-même jusqu'à ce qu'elle trouve les solutions. Vrai. Mais je suis en train de faire des efforts. Je fais beaucoup d'efforts. Je pense que ce qui sont autour peuvent quand même témoigner. Mais je pense que c'est une déformation d'être aîné. On porte beaucoup sur nous. Parce qu'on se dit, il n'y a personne devant moi à qui moi je peux aller déverser. Donc, c'est une déformation en fait. J'ai grandi comme ça, où moi je porte les problèmes des autres et quand c'est à mon tour, je dois les porter seule. Mais on apprend surtout même dans le mariage qu'il faut apprendre aussi à partager ses problèmes, à se déverser et que voilà, les autres sont aussi là pour ça. Et même dans la délégation, je pense que ceux qui travaillent avec moi, ils ne l'ont pas dit, mais c'est avec le temps que j'ai appris à déléguer. Quand je dis déléguer, c'est-à-dire ne pas tout porter sur moi. Me dire que j'ai des gens à qui je peux faire confiance et leur permettre de faire. Mais bon, étant aîné, on a juste cette déformation-là, on se dit que si je ne fais pas, qui va faire? Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Madame Emeline. C'était une très belle émission. Merci pour votre invitation. Merci et merci à vous également, chers téléspectateurs. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.